Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Au cœur des textes. Collection dirigée par Claire Stoltz, Université Paris-Sorbonne. Parution récente. 32. Véronique Montémont et Sylvie Lannegrand, Résistance intérieure. Visage du conflit dans le journal personnel, 2016. 31. Amir Biglari et Geneviève Salvandir, Figure en discours 2016. 30. Dominique Mingnaud, Trouver sa place dans le champ littéraire 2016. 29. Anne-Marie Payet, Dire, Albert Camus L'histoire d'un style 2014. 28. Geneviève Salvan Jean Rouault L'écriture et la voix 2012. 27. Marianne Alphant et Marie-Françoise Lemonierddelpy, Dire, Jude Stéphane. Une vie d'ombresse 2012. 26. Véronique Montémont et Catherine Violet, Archives familiales, mode d'emploi. Récit de Genèse 2013. 25. Jean-Jacques Queloz, Philippe Soupeau, Écriture de soi et lecture d'autrui 2012. 24. Anna Jobert, Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette, Laurence Rosier et Claire Stoltz. Citation 2. Citer pour quoi faire? Pragmatique de la citation, 2011. 23. Anna Jobert, Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette, Laurence Rosier et Claire Stoltz. Citation y citée à travers les formes. Intersémiotique de la citation, 2011. 22. Geoffrey Zuffray Dire, L'autofiction, variation générique et discursive, 2012. 21. Claire Badioummonferran Dire, Il était une fois l'interdisciplinarité. Approche discursive des contes de Perrault, 2010. 20. Olga Aenokahien Dire, Multilinguisme et créativité littéraire 2011. 19. Samia Kassabcharfi Dire, Altérité et mutation dans la langue. Pour une stylistique des littératures francophones, 2010. 18. Françoise Simonettenant, Journal personnel et correspondance, 1785 à 1939, ou les affinités électives, 2009. 17. Jean-Michel Adam et Outedman, Le texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire, 2009. 16. Salah Oueslati, Le lecteur dans les poésies de Stéphane Mallarmé, 2009. 15. Rida Bourkis et Mohamed Benjeloun Dire, La phrase littéraire 2008. 14. Véronique Montémont et Catherine Violet Dire, Le moi et ses modèles. Genèse et transtextualité, 2009. 12. Françoise Rullierthuret, Faut pas pisser sur les vieilles recettes. San Antonio ou la fascination pour le genre romanesque, 2008. 11. Lucille Godin et Geneviève Salvan Dire, Les registres. Enjeux stylistiques et visée pragmatique, 2008. Introduction. Marc Bonhomme. Université de Berne. Anne-Marie Payet. École normale supérieure, Paris. Philippe Wall. Université Lumière Lyon 2. Figure du discours la plus étudiée, la métaphore a alimenté de nombreux travaux, qu'il porte sur sa dimension sémantique, syntaxique ou stylistique. Son exploitation argumentative a pareillement retenu l'attention des chercheurs. Sans remonter à la rhétorique de l'Antiquité illustrée par Aristote et Cicéron, on peut mentionner les apports de M. Le Guern, 1981, de Ch. Perelman et L. Olbrecht Titeka, 1988, ou de Ch. Plantin 2011, pour l'étude des effets persuasifs de cette figure. À cela s'ajoutent des recherches plus ponctuelles sur son utilisation argumentative, dans des corpus particuliers. Parmi elles prennent place les analyses de M. Angenot, 1982, sur l'importance de la métaphore dans la rhétorique du pamphlet, celle de Temazzotti 2002 sur son influence dans les représentations sociales ou celle d'Amusolf 2015 sur ses fonctions dans le discours médiatique. Mais malgré ces enjeux fondamentaux, l'argumentativité de la métaphore n'a pas donné lieu à des investigations systématiques, du moins dans les recherches francophones. Le but de cet ouvrage collectif est de combler cette lacune,
en dressant un bilan critique et en interrogeant les recherches les plus récentes sur les usages argumentatifs de la métaphore, tout en fournissant des éclairages novateurs à leurs propos. La tâche est d'autant plus délicate que l'argumentation métaphorique présente un fonctionnement complexe qui soulève plusieurs problèmes. 1. Problématique et perspective de l'ouvrage. La première difficulté est due à l'instabilité conceptuelle des notions de métaphore et d'argumentation. Comme en témoigneront les études qui vont suivre, la métaphore est analysable selon deux grandes perspectives. D'un côté, on peut voir en elle une catégorie langagière originale, reposant sur des traits définitoires, analogie, allotopie, recatégorisation, répertoriée par une longue tradition de recherche. La métaphore est alors perçue comme une figure spécifique, qu'on la localise dans certains domaines disciplinaires, tels que la rhétorique et la stylistique, ou qu'on l'intègre dans le fonctionnement standard du langage. Mais divers courants linguistiques modernes, comme la sémantique interprétative ou la sémantique argumentative, contestent l'autonomie catégorielle de la métaphore en voyant en elle le résultat de parcours de lecture ou même un pseudo-concept. Cette relativisation n'est pas sans conséquence pour les rapports entre argumentation et métaphore. Dans le premier cas, celle-ci possède des propriétés argumentatives qui lui sont propres. Dans le second, elle se confond avec l'argumentativité ordinaire des énoncés. Un autre problème, dont se feront l'écho les contributions rassemblées dans ce recueil, est celui de la polysémie du terme argumentation. Ce dernier est habituellement envisagé d'après l'acception restreinte que lui assigne la rhétorique depuis Aristote. Dans des situations discursives de dissensus, doute, désaccord, conflit, un locuteur développe différentes stratégies afin de modifier le jugement de son ou ses destinataires. Ces stratégies produisent des degrés d'argumentativité, Plantin à 996a. 21, qui conduisent à la conviction, à la persuasion ou au changement d'opinion de l'auditoire. De plus, elles oscillent entre des procédures logiques et d'autres qui entremêlent des considérations affectives ou évaluatives. Mais comme en témoignent plusieurs études successives, l'argumentation peut aussi être appréhendée suivant l'acception étendue que lui donnent divers linguistes à la suite d'Auducrot, 1972. C'est la langue elle-même qui est argumentative, dans ses mécanismes, à travers les instructions contraignantes de son lexique et les enchaînements ou les orientations qu'elles autorisent au sein des énoncés quels qu'ils soient. Par-delà ces problèmes généraux, l'étude de l'argumentation métaphorique est confrontée à la variabilité de ses modalités d'actualisation, de ses enjeux, de ses effets ou de son évaluation. Toutes ces questions feront l'objet de réflexions approfondies dans cet ouvrage. En particulier, étudier les relations entre métaphore et argumentation suppose la prise en compte d'au moins 3 paramètres. Le premier est celui du potentiel argumentatif de la métaphore, avec l'interrogation suivante. Son argumentativité s'inscrit-elle dans sa structure même ou dépend-elle de facteurs qui lui sont extrinsèques? Ainsi qu'on aura l'occasion de le vérifier, la métaphore renferme incontestablement des traits aptes à aiguiller le discours et à influencer ses énonciataires. Parmi eux, figurent les projections sémantiques de l'analogie qui la structure, et dont on a relevé l'importance pour l'argumentation, de même que l'orientation illocutoire que lui confèrent ces recatégorisations notionnelles et les transvalorisations qui leur sont associées. Mais de tels traits argumentatifs inhérents à la métaphore ne trouvent leur aboutissement que s'ils sont activés en discours par des conditions externes. On constatera notamment combien le contexte immédiat, avec ses balisages et ses instructions, le contexte, genre textuel, situation d'énonciation, et l'interdiscours, à travers les représentations communes ou les stéréotypes, contribuent grandement à la réussite de l'argumentation métaphorique. Corollairement, le potentiel argumentatif de la métaphore détermine son ancrage dans le champ de l'argumentation. Si ces traits argumentatifs intrinsèques justifient qu'on la considère comme une forme d'argument, elle apparaît davantage comme un support d'argument quand on examine le rôle décisif de son entourage discursif pour son efficacité pragmatique. L'analyse de l'argumentativité de la métaphore requiert également qu'on interroge un autre de ses paramètres, sa qualité argumentative. Celle-ci sous-tend d'inévitables enjeux idéologiques en fonction de l'image que l'on se fait d'une argumentation idéale, dont la norme paraît être la rationalité. À cette aune, l'argumentation métaphorique pâtirait de plusieurs lacunes. Sans parler de son affinité supposée avec les fallaciès,
voir F.H. van Emeren et R. Grothendorst 1992, son principe analogique la rendrait fragile, pendant que son imagerie prépondérante et sa tendance à impliciter les jugements de valeur qui l'accompagnent lui donneraient le pouvoir insidieux de favoriser les coups de force argumentatifs. Cependant, l'un des apports de cet ouvrage est de postuler qu'il convient de réévaluer positivement les défauts apparents de la métaphore. En effet, son avantage est de permettre une argumentation rapide et efficace, parfaitement adaptée à certains genres, qu'ils soient polémiques, médiatiques ou doxologiques. De même, la logique empathique qui la caractérise est pleinement appropriée aux situations discursives dont l'objectif n'est pas de susciter une conviction raisonnée, mais seulement de provoquer une adhésion de circonstance au message transmis. C'est le cas pour les métaphores publicitaires destinées à captiver leur public sur le champ. En somme, l'argumentation métaphorique gagne à être abordée dans un cadre souple, non normatif, ouvert aux procédures tant affectives qu'esthétiques de ces stratégies d'influence. Cette prédisposition de la métaphore pour l'argumentation impressive ne l'empêche pas de comporter une face rationnelle non négligeable, comme l'ont déjà noté Euquité, 1987, ou C. Santibáñez, 2010. Plusieurs articles collectés dans cet ouvrage insistent ainsi sur le fait que non seulement l'argumentation métaphorique exige un usage réfléchi et judicieux des rapports analogiques qu'elle met en œuvre, mais encore qu'elle peut être évaluée, discutée ou réfutée dans le déploiement rationnel des interactions verbales. Par ailleurs, la qualité argumentative de la métaphore, considérée dans l'optique de son rendement, dépend de ses degrés de lexicalisation. Si a priori les métaphores vives ont une plus grande force argumentative, en raison de leur saillance marquée et de l'impact de ces dernières en réception, les métaphores conventionnelles et les catachrèses métaphoriques, du fait de leur banalisation et de leur évidence partagée, possèdent une capacité d'action indéniable sur les croyances et les décisions, ce qui a été souligné par M. Le Guern, 1981, ou à Boissineau, 1992. Un autre apport de ce volume est précisément d'investiguer l'argumentativité des métaphores dites usées, en analysant leur aptitude à la persuasion, spécialement dans les proverbes et les formules figées qui circulent à travers les productions langagières. Le troisième paramètre de l'argumentation métaphorique mise en lumière dans cet ouvrage concerne la diversité de ses manifestations argumentatives. Globalement, la métaphore possède une dimension argumentative plus ou moins diffuse, susceptible d'être mobilisée au gré de l'activation de certains de ses traits par le contexte discursif. Plus ce dernier est tendu ou conflictuel, cas des controverses, et plus il est imprégné par l'axiologie, cas des énoncés doxologiques, plus la dimension argumentative d'une métaphore est patente. Au niveau d'avantages spécifiques de sa production, la métaphore peut être prise en charge par une visée argumentative, manifestant chez son producteur une intention d'agir sur ses destinataires. Toutefois, comme l'établiront plusieurs contributions de ce recueil, une telle visée argumentative n'est avérée que lorsqu'elle est explicitée par des marqueurs linguistiques, métalinguistiques ou non-verbaux étayant l'énoncé métaphorique. Au niveau de sa réception enfin, la métaphore donne lieu à des effets argumentatifs, avec des degrés d'efficacité dont cet ouvrage montrera toute la palette. Au degré faible, ceci consiste en des éclairages cognitifs modifiant les représentations des énonciataires sur une situation donnée. Au degré intermédiaire, ces effets se traduisent par la persuasion consciente de ceux-ci à l'issue d'interactions symétriques, à l'exemple des débats. Au degré extrême, ces mêmes effets aboutissent à une manipulation du public, dont la métaphore, par sa puissance de séduction, influence les opinions et les comportements à son insu, ce qui est fréquent dans les discours à forte portée stratégique. Selon le succès ou non de ces effets par rapport à la visée argumentative de la métaphore, celle-ci sera qualifiée d'heureuse ou de malheureuse. De surcroît, on verra que des métaphores non exploitées argumentativement par leurs auteurs sont parfois identifiées comme argumentatives par leurs récepteurs. De la sorte, les relations entre métaphore et argumentation fournissent des pistes de recherche fécondes qui nourrissent les réflexions des 18 contributions composant cet ouvrage. Rédigées par des chercheurs issus d'horizons variés, celles-ci sont modelées par leurs champs disciplinaires respectifs, qu'il s'agisse de la sémantique, de la pragmatique, de la linguistique textuelle ou de la stylistique. Ces approches diverses mais complémentaires permettent d'articuler de manière cohérente 3 niveaux de réflexion.
Sur le plan linguistique, cet ouvrage s'intéresse avant tout au fonctionnement de l'argumentation métaphorique en discours, à travers son ancrage dans les mécanismes de la langue, ses procédures d'actualisation et ses modes de contextualisation. De même, le cadre discursif de ses implications culturelles et sociales est largement pris en compte. Sur le plan compositionnel, cet ouvrage offre une étude systématique des différents aspects de l'argumentation métaphorique. Après une brève section historique confirmant la continuité entre les approches de l'Antiquité et les conceptions modernes, il comprend une section théorique, illustrée par des exemples représentatifs, qui en explore les composantes sémantiques, communicationnelles, interdiscursives et intersémiologiques. La troisième section est consacrée au fonctionnement de l'argumentation métaphorique, dans des productions textuelles de différents types, littéraires, médiatiques ou politiques. Sur le plan heuristique enfin, cet ouvrage poursuit deux objectifs. D'une part, il revisite, sous de nouveaux angles, les principaux problèmes posés par l'argumentation métaphorique et mentionnés précédemment. Ainsi, la question de sa spécificité, le rôle de son contexte linguistique, les relations entre son potentiel argumentatif et ses effets argumentatifs effectifs, la qualité de ses conduites argumentatives ou les modalités de son influence, qui inclut le contrôle de sa réception par son producteur, donnent de la matière pour des observations fructueuses. D'autre part, ce volume contient des réflexions originales sur des aspects de l'argumentation métaphorique encore peu étudiés. Il examine en particulier sa composante énonciative, avec son jeu sur les points de vue et son fonctionnement dialogique, ses réalisations multimodales à l'oral, le rôle déterminant de son imagerie ou son intégration dans des formations textuelles telles que le discours philosophique ou scientifique. 2. Présentation des contributions. Cet ouvrage s'organise autour de trois axes qui mettent en évidence les évolutions actuelles les plus notables dans l'étude de l'argumentation métaphorique, tant pour ce qui est des recherches théoriques que de l'analyse de corpus. 2.1. En guise d'ouverture historique, deux articles mettent en perspective la problématique de l'argumentation métaphorique avec les textes fondateurs de la rhétorique de l'Antiquité. Dans sa contribution, quelques remarques sur métaphore et persuasion chez Aristote et ses continuateurs latins, Fernand Delarue explique comment les principaux auteurs anciens ont déjà théorisé l'importance des énoncés métaphoriques pour l'efficacité rhétorique du discours. Le premier d'entre eux, Aristote, met en exergue le pouvoir persuasif de la métaphore, envisagé selon une acception extensive, en poésie et en prose. Dans le cas de cette dernière, ce pouvoir tient à sa convenance et à son naturel. De plus, l'efficacité de la métaphore est due au gain de temps qu'elle occasionne dans la performance oratoire. À cela s'ajoute son aptitude à animer l'expression, pour susciter des effets d'évidence. Sur le plan strictement argumentatif, Aristote défend l'idée que la métaphore constitue un moyen de convaincre seulement si elle est conforme au projet de l'orateur, et si elle permet au public de bien percevoir les similitudes. De surcroît, d'après lui, l'adhésion de l'auditoire aux métaphores produites est en relation avec le plaisir qu'elles lui procurent. Cicéron, l'un des continuateurs latins d'Aristote, reprend plusieurs de ses idées sur la métaphore comme celle de sa concision efficace. Mais il insiste plus spécifiquement sur le rôle de la beauté de cette figure pour son action persuasive, ainsi que sur sa fonctionnalité en tant qu'ornatus, pris au sens militaire d'équipement. Quant à Quintilien, son originalité est dans sa théorisation de l'opposition entre métaphore et comparaison. Alors que la première peut nuire à la clarté, la seconde est davantage en état d'emporter la conviction à cause de son explicitation, notamment quand elle prend la forme de la comparaison-preuve. L'article de Henry Bowles, Acheminement vers la conscience, métaphore, psyché et argument dans la tradition sophistique, traite de l'argumentation métaphorique chez les théoriciens de l'Antiquité en recourant à une approche psychologique. Son étude révèle une fracture profonde entre les tenants d'une psychologie matérielle et ceux d'une psychologie formelle. Les premiers, auxquels H. Bowles accorde un rôle majeur pour l'histoire de la métaphore, sont surtout représentés par le courant sophistique illustre Gorgias. Ce dernier revendique la place centrale du sensoriel dans l'argumentation, avec l'idée que la conscience est phénoménale et que la métaphore, du fait de sa dimension concrète, est la plus apte à la façonner en vue d'emporter l'adhésion.
H. Bowles explique aussi que la conception de la métaphore défendue par Quintilien prolonge le matérialisme psychologique des sophistes, même s'il critique leur amoralisme. Celui-ci construit en effet une théorie de la persuasion fondée sur la métaphoricité, laquelle privilégie la face empirique du langage aux dépens de la raison. De ce point de vue, la métaphore offre les avantages de ses charmes sensoriels et de sa dissimulation qui la rend inconsciente. À ces défenseurs de la puissance persuasive de la métaphore, l'article oppose Platon, tenant d'une psychologie formelle qui proclame l'autorité de la dialectique au détriment des images matérielles. L'étude fait en outre ressortir la position intermédiaire d'Aristote, pour qui la force figurale de la métaphore est inférieure à la démonstration du syllogisme et de l'antimème. 2.2. 9 articles effectuent un recadrage conceptuel sur l'argumentation métaphorique, en réexaminant certaines de ses dimensions moins prises en compte par la recherche. Les 3 premiers d'entre eux discutent le statut de la métaphore comme catégorie sémantique, en la confrontant à une théorie linguistique, et non rhétorique, de l'argumentation, qui confère au langage une capacité inhérente à orienter les énoncés en vue de conclusion. Dans son article « Métaphore, point de vue argumentatif, construction du sens », Pierre-Yves Racah conteste la conception classique de la métaphore comme changement de sens en soutenant qu'une telle conception confond les opérations discursives avec la réalité profonde de la langue et qu'elle conduit à un paradoxe, en ce qu'en posant la disparition du sens premier des mots, elle bloque l'évaluation de leur modification sémantique. Contre cette conception, P.Y. Racah considère que la métaphore obéit aux mêmes instructions et aux mêmes principes interprétatifs que les énoncés ordinaires, même si elle engendre des effets métaphoriques particuliers. Ceci consiste en la suggestion ou en l'imposition de points de vue qui sont foncièrement argumentatifs, dans la mesure où ils agissent sur l'orientation des énoncés, tout en ayant une dimension manipulatoire. Selon cette approche, contrastant avec les points de vue conventionnellement associés aux mots, les effets métaphoriques proviennent du caractère inattendu des points de vue mobilisés dans le discours, en fonction des objectifs argumentatifs visés et de la situation référentielle. Ces effets métaphoriques sont neutralisés lorsqu'un point de vue, initialement inhabituel, se répète dans différents discours, donnant lieu à une métaphore figée, puis à la cessation de la perception d'une métaphore. En fin de compte, l'argumentativité de la métaphore repose sur des jugements subjectifs plutôt que sur des propriétés sémantiques immanentes. Dans son étude, Métaphore et sémantique de la pertinence argumentative, François Nemo revisite les outils nécessaires à une description plus robuste des énoncés métaphoriques, en mettant en cause leur présentation traditionnelle en termes d'analogie et de sens figuré substitué à un hypothétique sens propre. Par ailleurs, au lieu de voir dans la métaphore une catégorisation indue, il propose de l'analyser comme une caractérisation sémantique mettant en relief certaines propriétés distinctives d'une notion donnée, ce qui contribue à son orientation argumentative. Ainsi, dire que Richard est un ours, c'est énoncer une relation d'associabilité au monde par rapport à d'autres relations possibles, au moyen d'une formulation conforme au sens même du non-ours. Sous cet angle, le rôle argumentatif de la métaphore est d'exprimer des aspects de notre expérience au monde, en les recaractérisant pour en donner une représentation plus juste afin de conduire l'allocuteur à tel ou tel type de conclusion. Plus généralement, loin d'être en rupture avec la réalité, la métaphore permet d'attirer l'attention sur elle, de la stigmatiser ou de la valoriser, bref de formuler des jugements et d'inciter le destinataire du discours à en tenir compte. En somme, l'efficacité argumentative de la métaphore consiste à rendre directement tangibles des phénomènes qui ne sont pas faciles à appréhender dans le cadre des énoncés usuels. L'article de Kohei Kida, L'argumentativité de la métaphore dans une sémantique argumentative, se place dans le cadre de la théorie des blocs sémantiques initiée par Auducrot et M. Carrel pour évaluer si l'emploi métaphorique et l'emploi non métaphorique d'une même entité ont des propriétés argumentatives différentes. Sa démonstration s'appuie sur l'exemple du mot mur utilisé littéralement dans le mur de J. Renard et métaphoriquement dans la chambre de J. P. Sartre. Envisagé suivant la méthode paraphrastique de la sémantique argumentative, attentive aux liaisons entre les mots, ces deux emplois partagent la même signification, fondée sur deux aspects concrétisés par des enchaînements argumentatifs communs. De la sorte,
La distinction entre l'emploi littéral et l'emploi métaphorique de mur n'a plus de raison d'être, ce terme constituant en fait un polysème qui revêt plusieurs acceptions prévues par la langue. Kakida était sa démonstration par deux autres considérations. En premier lieu, grâce à des indices fournis par les textes de Renard et de Sartre, et sur la base d'enchaînements argumentatifs complémentaires, il est possible d'interpréter le terme mur aussi bien métaphoriquement que littéralement dans les deux cas. En second lieu, recourant à un autre exemple extrait d'un roman de Barbé d'Orvilly, Kakida montre que muri fonctionne comme une syllabse cumulant deux acceptions, respectivement littérale et métaphorique, qui construisent un sens argumentatif cohérent. Abordant l'argumentation métaphorique dans une perspective rhétorique, 3 articles invitent à une réflexion sur ses conditions de réception et son fonctionnement interactif, souvent sous-estimé au profit de sa production. Dans sa contribution « La métaphore comme argumentation par séduction », Marc Bonhomme constate que si les énoncés métaphoriques sont difficiles à analyser avec une approche logico-déductive, ils répondent pleinement à la procédure de séduction théorisée par J.B. Grise. Celle-ci recourt à des démarches davantage persuasives que convaincantes et à des éclairages jouant sur les affects, afin d'amener si possible l'auditoire ou le destinataire à une certaine action, selon une participation empathique au message transmis. Comme l'illustrent les discours doxologiques, aphorismes, slogans publicitaires, titres de presse, l'argumentation métaphorique est séductrice en ce qu'elle dissimule son potentiel argumentatif derrière l'imagerie d'effort qu'elle met en scène. Elle est également séductrice en ce qu'elle opère des transvalorisations implicites, présentées comme évidentes ou partagées. Ce faisant, à travers ses mises en discours fatiques, rationalisantes ou impressives, elle vise à susciter chez les énonciataires sollicités une adhésion rapide à un tel contenu axiologique. Même si ceux-ci restent libres dans leur réaction, ce contenu axiologique est d'autant plus malaisé à contester qu'il est communiqué au moyen de la force d'entraînement de la démarche analogique caractérisant la métaphore. En conclusion, aux yeux de M. Bonhomme, en occultant ces enjeux argumentatifs et en court-circuitant leur présentation, l'argumentation métaphorique s'avère foncièrement floue. L'étude de Roselyne Coren, La métaphore axiologique et ses auditoires, une fonction critique dans tous ses états, adopte un point de vue complémentaire à celui de M. Bonhomme, en ce qu'elle traite de la réception de l'argumentation métaphorique en soulignant l'autonomie de l'auditoire. À la suite de Ch. Perelman, elle estime que celui-ci n'est pas une cible à dominer ou à vaincre, mais qu'il est l'instance ultime dont dépend la rationalisation des métaphores véhiculant des jugements de valeur. En cela, l'auditoire est conçu comme un évaluateur responsable et tout-puissant. Il a en effet toujours la possibilité de tenir un contre-discours, qui jauge les raisonnements métaphoriques perçus comme fallacieux, et en démontre la rationalité tronquée. La légitimité d'une métaphore axiologique n'est donc jamais assurée a priori, mais elle dépend de l'adhésion qu'elle peut provoquer. R. Coren illustre sa conception non coercitive de l'argumentation métaphorique par 2 études de cas. D'abord, elle analyse un échange épistolaire conflictuel entre M. Houellebecq et B.H. Lévy sur les enjeux éthiques de leur vie. Elle concentre son attention sur les métaphores utilisées dans leurs argumentaires, à travers lesquels les énoncés métaphoriques du proposant sont dévalorisés par l'opposant, puis remplacés par ses soins. Elle prend ensuite pour objet un récit de D. Schneiderman qui réfute les métaphores qualifiant la rhétorique des anciens médias par des métaphores antithétiques, représentatives de l'éthique du journalisme sur Internet. Appréhendant l'argumentation comme une activité dialogale, où sont construites des réponses antagonistes à une question, l'article de Christian Plantin, Contre les métaphores, une approche par la réfutation de la métaphore argumentative, s'intéresse plus spécialement aux formes d'opposition produites par les énoncés métaphoriques. Pour cela, il s'appuie sur des segments de texte et de dialogue, dont certains sont imaginés et d'autres relèvent d'échanges authentiques notés après coup. Ainsi, un allocuteur peut contester une métaphore en lui opposant une contre-métaphore sur le même thème, ce procédé étant efficace en ce qu'il met les sourieurs de son côté. De même, il est possible de refuser une métaphore en la jugeant malheureuse. Elle est alors rejetée parce qu'elle paraît incohérente ou qu'elle demeure incomprise. Fréquemment en effet ce qui fait la force d'une métaphore fait sa faiblesse,
ces ruptures d'isotopie ou ces analogies pouvant occasionner de mauvaises surprises et des réactions négatives auprès de ses énonciataires. Dans d'autres cas où la métaphore structure un domaine notionnel, il arrive qu'elle soit réfutée comme ne rendant pas compte des particularités de ce domaine. Enfin, la métaphore se trouve parfois démétaphorisée lors de certaines interactions, entre autres quand une expression métaphorique est prise à la lettre. Toutes ces situations argumentatives dans lesquelles les répliques ne s'alignent pas sur des interventions métaphoriques initiales confirment qu'on peut résister à celles-ci, même si elles donnent une grande force au discours. Deux autres contributions se concentrent sur les relations qu'entretiennent la métaphore et l'argumentation dans des formations interdiscursives stéréotypées, qu'il s'agisse des énoncés formulaires ou des proverbes. Dans son article « Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, métaphore, paradoxe et argumentation », Catherine Camugli-Gallardo porte sa réflexion sur des expressions métaphoriques figées exploitées par la presse écrite. Ces expressions offrent une forte opposition interne, du genre petit versus grand dans Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, qui leur donne une dimension paradoxale. L'objectif de l'article est de mettre en lumière la portée argumentative de telles expressions, suivant leur configuration dans les textes journalistiques. Pour ce qui est de leur agencement, ces expressions métaphoriques peuvent se trouver dans les titres, de même qu'au début ou à la fin des articles. Selon les occurrences, tout en ayant une fonction fatigue, elles permettent de dénoncer une invraisemblance référentielle, de dépasser un parti pris ou de soutenir un point de vue diverge en radicalisant un contre-discours. Mais la doxa les sous-tendant leur confère un principe d'autorité, qui en fait des éléments indispensables à l'argumentation déployée. C. Camugli-Gallardo analyse également les rapports de ces expressions métaphoriques avec leur cotexte, en dégageant deux patrons récurrents. D'une part, elle relève des relations analogiques qui alimentent des définitions qualifiantes ou qui opposent deux conceptions d'une même réalité. D'autre part, les expressions métaphoriques étudiées s'intègrent souvent dans des enchaînements concession plus réfutation, avec des effets argumentatifs de surenchérissement ou au contraire de minimisation d'une prise de position. L'article de George Kleiber, de l'argumentation dans les proverbes métaphoriques, met l'accent sur la quote-part argumentative apportée par la métaphore à ce genre de formation interdiscursive. Il commence par rappeler qu'en raison de leur imagerie, les proverbes métaphoriques ont une meilleure expressivité et une argumentativité plus forte que les proverbes non métaphoriques. Puis il précise la double figuralité qui singularise les proverbes métaphoriques. D'un côté, celle-ci est horizontale en ce qu'ils effectuent une application référentielle, analogique et de même niveau, à des situations qui sont incompatibles avec celles liées au sens explicité des proverbes en question. Mais en même temps, les proverbes métaphoriques possèdent une figuralité verticale, analysable en termes de métaphore ou de synecdoque, qui coulisse sur l'axe concret abstrait, où la situation exprimée par leur sens explicité est utilisée comme la représentation imagée de la situation de leur sens proverbial. Comme l'explique G. Kleiber, cette double figuralité attachée aux proverbes métaphoriques est à la source de l'argumentation par séduction qui leur est constitutive. Elle est aussi à la base d'une argumentation rendue plus accessible, en facilitant la compréhension d'une signification abstraite par des données concrètes. De ce fait, les proverbes métaphoriques sont au cœur d'une argumentation par illustration, selon laquelle leur vérité conceptuelle est incarnée dans une vérité empirique singulière. Le cumul de ces deux vérités leur donne un pouvoir de légitimation et une force de persuasion difficile à réfuter. Enfin, une contribution traite de la dimension intersémiologique de l'argumentation métaphorique, en l'étendant à la communication non verbale. Avec son article, prenons par exemple Gestes métaphoriques de préhension dans l'argumentation en coprésence. Jérôme Jacquin questionne en effet l'orientation argumentative de deux variantes de gestes qui consistent à construire un cône avec les doigts d'une main de façon à former un bol retourné ou une pyramide. Ces gestes sont métaphoriques en ce qu'ils renvoient à une métaphore conceptuelle du type. Les idées sont des objets physiques et comprendre et saisir. Fondant son analyse sur 8 débats publics vidéo enregistrés, J. Jacquin établit que l'argumentation est multimodale, cumulant des composantes verbales et mimo-gestuelles, et que les gestes métaphoriques de préhension participent à la cohésion et à la lisibilité des séquences discursives. Plus précisément,
ces gestes étayent des positions argumentatives lorsqu'ils sont associés à deux genres d'arguments, l'exemple et la définition, qui ont en commun d'exiger du locuteur qu'il opère une sélection et une mise en saillance à propos d'un objet de discours. Entre autres considérations, l'article fait ressortir comment les gestes métaphoriques retenus accompagnent la livraison d'un exemple, aident à topicaliser un thème ou mettent en valeur la consistance et la cohérence d'une définition. Au total, de tels gestes fonctionnent comme des indicateurs argumentatifs, tout en étant sensibles à la syntaxe et en participant à la segmentation des tours de parole. 2.3. 7 articles sont consacrés aux usages argumentatifs de la métaphore dans des types de discours particuliers. Ces types peuvent être définis par leur organisation figurale prédominante, discours allégorique, par leur orientation énonciative, discours pamphlétaire, par leur formation générique, discours poétique, par leur domaine thématique, discours philosophique, scientifique et politique, ou par leur support médiatique, discours journalistique. Mais sur le plan rhétorique, ils sont tous soumis à une forte activité métaphorique dont la visée est persuasive. De plus, non seulement cette activité s'adapte à la structuration de ces types de discours, mais elle influence à son tour leurs dispositifs communicationnels et leurs stratégies argumentatives. L'article d'Anne-Marie Payet, Métaphore, narration et argumentation, a pour objet le rapport qui s'installe entre narrativité et orientation argumentative dans le discours allégorique, conçu comme une forme limite de métaphore. S'appuyant sur des genres diversifiés, le roman, la fable et la parabole, il analyse comment le développement allégorique, à partir d'une métaphore préorientée par un stéréotype, peut infléchir l'orientation argumentative du récit. Monsieur Payet examine d'abord un passage de Madame Bovary, qui à travers l'expansion métaphorique d'un feu de voyageur pour figurer le souvenir de Léon, finit par inverser les valeurs positives attribuées au cliché du feu amoureux, en déployant par les notions connexes de la métaphore, toute une isotopie de la combustion consommatrice. Elle montre ensuite que dans la fable « Le loup devenu berger », la réorientation argumentative s'effectue d'une manière plus indirecte. Le développement concret de l'allégorie y détourne en effet une argumentation explicite et y enrichit le stéréotype d'une première moralité par une argumentation sous-jacente, davantage propre à l'auteur. Enfin, l'article établit comment la parabole biblique est souvent le lieu d'un infléchissement, voire d'un paradoxe argumentatif, porté par un élément inattendu de la narration métaphorique. Ainsi, la parabole de l'ivraie présente une distorsion qui en inverse l'orientation argumentative par un contre-topo. En outre, le non-dit y apparaît plus important que ce qui est dit, le point aveugle du récit allégorique étant le lieu d'un retournement interprétatif. L'article d'Eliane Kotler, La métaphore comme outil de l'argumentation dans le discours pamphlétaire. Le cas de la confession du sieur de Sancy d'Agrippa d'Aubigné, est consacré aux métaphores thèmes qui sont au centre de la stratégie persuasive de cette parodie de profession de foi et qui vise à jeter le discrédit sur les conversions de certains protestants au catholicisme à la fin des guerres de religion du XVIe siècle. D'un côté, le cadre parodique de l'œuvre conditionne le fonctionnement argumentatif de telles métaphores, ces conversions étant ridiculisées par la mise en scène de points de vue discordants et par leurs effets de subversion dialogique. D'un autre côté, à travers leur organisation en réseau et leur intertexte tant biblique que théologique, les métaphores thèmes, comme celle de la pêche, de la transsubstantiation ou du martyre, instaurent une projection du domaine religieux sur le domaine temporel le plus trivial, selon une visée argumentative de désacralisation qui déstabilise le catholicisme pris pour cible. Cette stratégie métaphorique constitue un marqueur de l'écriture pamphlétaire, notamment lorsqu'elle se double d'ironie dans une présentation bouffonne de la vision catholique, révélatrice de la distanciation critique de l'auteur. Par ailleurs, elle impose de facto, grâce au raccourci des jugements analogiques, la perception d'un monde inversé et l'idée d'une perversion des valeurs, typique des rhétoriques protestantes et de l'esthétique baroque qui imprègne ce pamphlet. Pour sa part, l'article de Philippe Wall, Poésie et argumentativité. Sur les métaphores guerrières d'Apollinaire, observe le fonctionnement argumentatif de la métaphore au sein du discours poétique. Se plaçant dans la perspective de la réception de poèmes tirés de calligrammes, il en distingue l'argumentativité extrinsèque et intrinsèque. L'argumentativité extrinsèque est celle, largement fondée sur le rôle des métaphores,
que leur prêtent des critiques surréalistes comme Breton ou Aragon. Ces derniers reprochent en effet à ces poèmes de célébrer la beauté de la guerre. À travers une analyse minutieuse de leurs métaphores guerrières, Pewal s'attache à discerner si une telle réception polémique est justifiée par leur argumentativité intrinsèque. Dans ce but, il considère la dynamique discursive des tropes, mettant l'accent sur leur contextualisation et la diversité de leurs dispositifs énonciatifs. Au-delà d'une certaine fascination d'Apollinaire pour le spectacle de la guerre, qui renouvelle son imaginaire, les métaphores guerrières interrogent la composante pathémique du discours poétique à travers des complexes d'impression. L'expérience du front motive une phénoménologie figurale dont l'ambivalence référentielle et axiologique exige une herméneutique à sa mesure. L'énergie poétique initie à une vérité métaphorique, Ricoeur, dont l'effet d'évidence doit composer avec la complexité de l'univers de discours, sans préjuger de la hiérarchie des valeurs, en acceptant une part d'opacité. Dans un genre littéraire où l'argumentation tient à des effets d'éclairage, le texte maintient en suspens les modalités d'adhésion au discours, qui engagent aussi la responsabilité du lecteur-interprète. Dans son article « Démontrer argumenter », ou de l'argumentation métaphorique dans la philosophie française des années 1960, l'exemple de la mythologie blanche de Jacques Derrida, Martine Vallespire envisage le rôle argumentatif de la métaphore au sein d'une autre formation textuelle, le discours philosophique. Si les courants dominants de la philosophie occidentale condamnent les figures en général, la métaphore constitue la cible favorite de leurs reproches, en ce qu'elle menace la conceptualisation du discours. M. Vallespire évalue comment la philosophie des années 1960, qui s'est érigée contre ces courants, fait de la métaphore un cheval de Troie propre à ébranler leur position, au point que celle-ci finit par reconfigurer l'argumentation philosophique même. À partir de l'œuvre de Derrida et des controverses qu'elle a soulevées, elle montre que grâce à son pouvoir de transgression catégorielle, la métaphore se substitue au modèle logique de l'argumentation pour fabriquer une façon d'argumenter inédite dans le champ de la philosophie. En particulier, l'article met en lumière les procédés privilégiés par ce nouveau mode d'argumentation métaphorique. Réactivation des catachrèses, jeu sur la polysémie, mise au travail des catégories lexicales. En résulte une suspension de l'assignation du sens de la métaphore, conforme à la déconstruction de l'ontologie métaphysique proposée par Derrida. Une telle démarche permet aussi une réfutation en acte d'un usage prétendument neutre du langage, tout en faisant l'économie de développement démonstratif. L'article de Véronique Montagne, La métaphore de la besté, une figure argumentative des traités de peste de la Renaissance, porte sur l'argumentation métaphorique dans le discours scientifique du XVIe siècle. À cette époque où le rapport au monde se traduit principalement en termes d'analogie, l'identification métaphorique de la peste à une bête forme une matrice figurale puissante, comme le confirme la vingtaine de traités étudiés. V. Montagne fait voir comment cette matrice engendre différentes structures métaphoriques, qu'elles soient attributives, appositives ou caractérisées par des enchaînements anaphoriques. De surcroît, même si elle connaît des variations discursives, la métaphore de la besté offre une rassurante stéréotypie à travers ses traités, du fait qu'elle s'inscrit dans un dialogisme interdiscursif omniprésent, révélateur d'une représentation collective amplement partagée depuis Galien. En cela, la métaphore de la besté constitue un élément doxal ou un lieu commun du discours sur la peste, avec deux fonctions argumentatives. D'une part, dans une perspective de vulgarisation scientifique, cette métaphore contribue, par son évidence, à sensibiliser un public composite sur les fléaux de la peste, en activant le mécanisme de la peur. D'autre part, légitimant les recommandations préventives et curatives contenues dans les traités, elle vise à persuader le public de la nécessité de se battre contre l'épidémie, métaphorisée en une violence animale que rien ne justifie. L'article de Ruggero Druetta, une métaphore sans qualité ? Exploration de l'usage argumentatif de la métaphore dans le discours politique oral, approfondit le fonctionnement de celle-ci dans ce type de discours, en étant attentif à ses composantes paraverbales et périverbales. Prenant comme exemple deux discours de Gisèle Mélenchon et de M. Le Pen prononcés en 2015 à l'occasion de meetings devant leurs militants, il s'intéresse aux saillances additionnelles, prosodiques et gestuelles, accompagnant leur production de métaphores.
De telles saillances sont absentes lorsque ces responsables politiques oralisent des métaphores courantes dans l'idéologie de leurs partis respectifs, ce qui ne les empêche pas d'avoir une dimension argumentative diffuse. Par contre, les métaphores oralisées se doublent de saillances additionnelles dans les moments importants de l'argumentation, notamment lorsqu'elle devient polémique ou pathémique. Ces saillances apparaissent également dès que d'autres figures, comme le paradoxe ou l'ironie, se greffent sur des métaphores. Dans ces deux derniers cas, on a ordinairement affaire à des métaphores vives répondant à des visées argumentatives spécifiques et communiquant des points de vue tranchés sur les thèmes abordés. En conclusion, Erdrueta insiste sur le fait que dans le discours politique oral, les métaphores argumentatives agissent autant quand elles ne sont pas pourvues d'une saillance additionnelle que lorsqu'elles en ont une, et plus sournoisement si celle-ci est moins marquée. Quant à l'article de Catherine Bang-Nielsen, il se concentre sur les usages argumentatifs de la métaphore et la représentation des mouvements migratoires dans la presse francophone. L'auteur signale d'abord l'ambiguïté du discours journalistique sur ce sujet sensible, à l'interface de l'imaginaire social et des prises de position des acteurs médiatiques. Elle remarque ensuite que si le phénomène de l'immigration nourrit divers types de métaphores dans la presse, dont celle de la maladie ou de la pollution, les métaphores liquides y sont les plus nombreuses, comme en témoigne son enquête conduite à partir de deux agrégateurs de presse, Factiva et Europresse. De telles métaphores s'organisent en un scénario complexe, clairement structuré. Les immigrés sont une masse liquide qui submerge les pays européens. Ceux-ci tentent de canaliser l'afflux par la construction de digues, au sens figuré. L'originalité de ces métaphores est qu'elles tirent leur force argumentative de leur dimension cognitive. Elles construisent en effet la représentation stéréotypée d'un groupe déshumanisé et menaçant pour l'intégrité de l'endogroupe, que sont les Européens. Cette représentation est d'autant plus insidieuse qu'elle s'effectue par le biais de métaphores lexicalisées et familières, dont on a peu conscience. Cela leur confère un potentiel persuasif indéniable, fondé sur une orientation argumentative négative, lequel peut justifier certains actes de violence à l'encontre des immigrés et amener le public à tirer des conclusions péremptoires, comme restreindre les flux migratoires ou fermer les frontières. Cette réflexion collective à propos des rapports entre métaphore et argumentation conduit à des investigations poussées sur les ressorts linguistiques, les enjeux discursifs et les effets pragmatiques de la métaphore dans différents types de corpus et à différentes époques. Elle confirme le rôle argumentatif clé du trope dans le fonctionnement des discours, entre stratégie à l'émission et conditions de réception, y compris sur le plan intersémiotique. La diversité des cadres épistémologiques de l'analyse, en diachronie et en synchronie, ouvre des perspectives théoriques plus larges sur les limites de la sémantique lexicale ou sur l'argumentation dans la langue, mais aussi sur les interactions entre les approches linguistiques, cognitives et herméneutiques de la figure en contexte. Références bibliographiques. AMOSSY, R 2010, L'argumentation dans le discours, Paris Nathan. Angenot, Monsieur 1982, La parole pamphlétaire, Paris Payot. Boissineau A 1992, Les textes argumentatifs, Toulouse Bertrand Lacoste. Charbonnel, N 1991, Les aventures de la métaphore, Strasbourg, Presse universitaire de Strasbourg. CHARTERISBLACK, J 2006, Politicians and Rhetoric, The Persuasive Power of Metaphor, New York, Palsgrave Macmillan. Ducrot au 1972, Dire et ne pas dire. Principe de sémantique linguistique, Paris Hermann. EEMEREN, FH Van et GROOTENDORST, R 1992. Argumentation, communication fallaciesse, Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum. ERVAS, F et SANGOI, Monsieur E accent aigu DS, 2014, Métaphore and Argumentation, Volume 5, Urbino Isonomia Epistemologica. KITTAY, EF 1987, Métaphore, Oxford Clarendon Press. Le Guern, Monsieur 1981, Métaphore et argumentation, in l'argumentation, Lyon, Presse universitaire de Lyon, page 65 à 74. MAZZOTTI, T 2002, L'analyse des métaphores, une approche pour la recherche sur les représentations sociales, in C. Garnier et W. Doise, Dire, Les représentations sociales, Montréal, édition nouvelle, page 297 à 226.
MUSOLFF, A 2015, The Humanizing Metaphor in UK Immigrant Debate in Press and Online Media, in Journal of Language Aggression and Conflict, volume 3, numéro 1, page 41 à 56. Oswald S. et RIHS, A 2014, Métaphore à argument, Rhetorical and Epistemic Advantages of Extended Metaphor, in Argumentation, numéro 28 à 2, page 133 à 159. Perelman CH, et OLBRECHTSTYTECA, L. 1988, Traité de l'argumentation, Bruxelles, édition de l'Université de Bruxelles. Plantin CH, 1996A, le trilogue argumentatif. Présentation de modèles, analyse de cas, in langue française, numéro 112, page 9 à 30. Plantin CH, 1996B, l'argumentation, Paris Seuil, Mémo. Plantin CH, 2011, Analogie et métaphore argumentative, in a contrario, numéro 16-2, page 110 à 130. Platon 1987, Gorgias, Paris Flammarion. Rastier, F 1987, Sémantique interprétative, Paris PUF. Santibáñez, C 2010, Métaphore and Argumentation, The Case of Chilean Parliamentarian Media Participation, in Journal of Pragmatics, numéro 42 à 4, page 973 à 989. Schultz, P 2004, Description critique du concept traditionnel de métaphore, Bern Peter Lang. Première partie, ouverture historique. Quelques remarques sur métaphore et persuasion chez Aristote et ses continuateurs latins. Fernand Delarue. Université de Poitiers. Forel B2. Lorsque M. Bonhomme m'a proposé de faciliter l'accès aux théories antiques sur métaphore et persuasion pour les non-anticuissants, mission redoutable, j'ai tenu, en considérant la complexité de la question, à choisir un titre modeste. Quels auteurs prendre en compte ? Les limites, d'Aristote à Quintilien, s'imposent comme pour maintes questions de rhétorique. L'ampleur et la rigueur éblouissante de l'œuvre d'Aristote dispensent de justifier le point de départ. Quant à Quintilien, il est le dernier parmi les rhéteurs anciens dont le témoignage nous soit parvenu à offrir une réflexion de quelque étendue. Armisen Marchetti 1990 sur 333, ceci valant à plus forte raison pour notre sujet. Pour des raisons de cohérence, je m'en tiendrai donc aux trois sommets, inégaux certes, Aristote 384 à 322 AV. JC, Cicéron 106 à 43 AV. JC, Quintilien environ 30 à 96 APR. JC. Un philosophe, théoricien sans égal, un orateur nourri de philosophie, un avocat devenu éducateur, tous traitant de l'ensemble de la théorie du discours, de omni ratione dicendi sic, dehors. I4. Il importe de préciser d'emblée ce qu'ont en commun ces trois noms, c'est-à-dire la conception antique de la rhétorique. F. Desbordes, 1996 sur 161, présente une opposition brutale, mais pertinente, entre les œuvres qui sont gouvernées par le principe de persuasion et celles qui le sont par le principe de plaisir. Trouver les moyens de persuader, le pitanon d'Aristote, c'est la fonction même de la rhétorique antique, il faut fortement le souligner. Quand Cicéron déclare à propos de son consulat et de sa victoire sur Catilina, Sidunt arma togae, que les armes le cèdent à la toge, on peut gloser. Les choses que d'autres font avec les armes, je les ai faites, en mieux, avec les mots, l'arme du magistrat régulièrement élu. Nul ne s'y trompa, d'où la parodie Sidunt arma linguae, que les armes le cèdent à la langue. La métonymie moins flatteuse est bien explicite. Le discours peut sauver l'État. Il peut tuer aussi. Le délateur Régulus, contemporain de Quintilien, définit ainsi sa démarche. Iugulum statim video, je distingue aussitôt la gorge, un prémot, là je serre, Pline P. I 20-14. Vilain principe, belle formule. Quintilien lui-même, dont on tend à présenter une image édulcorée, ne dit pas autre chose. Dès l'école, l'apprenti orateur doit apprendre par un entraînement intensif et qui se poursuivra toute sa vie à viser les organes vitaux, ferrailleur Italia, et à les protéger, V 12-22. Tout est de près ou de loin, au service de l'argumentation. On présentera ici certaines analyses et réflexions autour de différents aspects, choisis pour chacun des trois auteurs majeurs. Aspect, puisque l'unique fonction du discours étant de convaincre, il s'agit de voir par quelle voie la métaphore y contribue. 1. Aristote.
Aristote présente, dit Périqueur 1975/17, une rhétorique que la philosophie tient sous surveillance. Dans le premier chapitre, il énumère quelques sujets que ses prédécesseurs ont traités. Comment susciter prévention défavorable, pitié, colère et autres passions. Or ce n'est là qu'une petite partie de la technique, car les moyens de persuasion, pistéis, constituent le seul élément technique. L'antimème en est le corps, 1.354 à 14 à 15. S'introduisent ensuite l'éthos 1.356 à 3 à 4 et l'épreuve morale. Dans les livres 1 et 2, qui concernent ces pistéis et qui demeurent le corps, le noyau dur du traité, le philosophe élargit son projet en récupérant l'acquis de ses prédécesseurs tout en l'encadrant solidement. Avec le livre 3, il en vient à la lexis, l'élocution, et concède qu'il faut bien tenir compte de l'auditeur et que la considération du style a donc quand même un petit quelque chose, timicron de nécessaire. 3, 1, 404 à 8 à 9. Pas trop. On n'a nul besoin du style, non plus que de l'action oratoire en géométrie. Néanmoins les adjectifs pitanon, persuasifs, et apitanon, non persuasifs, seront bien présents à son propos et pour certaines métaphores. Sur les 12 chapitres consacrés à la lexis, la métaphore est au premier plan dans 5. Ceux-ci se répartissent en 2 ensembles. Dans 2 à 5, Aristote examine successivement les qualités du style, la froideur, principal défaut à éviter, la comparaison. C'est à partir de cette partie qu'on étudiera l'aspect lexical, et ce qui nous paraît l'aspect proprement argumentatif de la métaphore. Dans 10 et 11, il s'attache aux astéias, raffinements d'expression parmi lesquels la métaphore joue un rôle éminent. On en étudiera l'aspect qu'on qualifiera de dynamique, puisqu'y est proclamée la supériorité de l'animé et l'aspect pragmatique. 1.1. Aspect lexical, prose et poésie. Au chapitre 3, 2 de la rhétorique, Aristote définit le vocabulaire convenant à la prose. Là apparaît la première mention de la métaphore, avec renvoi à la poétique pour la définition et la distinction des différents types. Non seulement elle figure donc dans les 2 traités, mais c'est elle qui a le plus grand pouvoir en poésie comme en prose. 1.405 à 4 à 5. Il faut donc considérer d'abord ce qu'ont en commun métaphore poétique, outil de la mimésis, et métaphore rhétorique, au service de la persuasion. Le premier trait a été amplement commenté. Chez Aristote comme chez ses successeurs, la métaphore est présentée comme un mot, onoma, hierbum chez les latins. D'où le reproche d'isolationnisme, qui trouve son expression la plus prestigieuse chez Périqueur 1975/20. La critique doit toutefois être nuancée dans le cas d'Aristote, très soucieux on le verra, de l'harmonisation avec un environnement où la métaphore irradie en quelque sorte. Au chapitre 21 de la poétique, un inventaire est établi des différentes sortes d'onomata, noms, verbes, adjectifs dont use la poésie. Tout nom est soit un nom courant, curion, soit un emprunt, soit une métaphore, soit un ornement, soit un nom forgé, allongé, écourté ou altéré. 1.457 B1 à 3. La métaphore est quant à elle, l'application épiphora, plus petit que à une chose plus grand que d'un nom impropre, allotrios, par déplacement soit du genre à l'espèce, soit de l'espèce au genre, soit de l'espèce à l'espèce, soit selon un rapport d'analogie. 1.457 B6 à 8. Tamba Metcheven 1979/79-83. La définition par l'épiphore du nom impropre recouvre en fait, non seulement ce que nous appelons métaphore, mais comme le note déjà Cicéron, or. 94, l'ensemble des tropes. Au chapitre 22 est précisé son caractère spécifique. Bien faire les métaphores, c'est voir le semblable, tout homoïon, 1.459 à 7 à 8. Les 4 types sont présentés dans un ordre de complexité croissante. Lalo 1988/50-52. Le premier type, le navire est arrêté au lieu de mouille, et le second, 10 000 pour un grand nombre, n'apparaissent nulle part dans la rhétorique et ils ne seront pas retenus par les théoriciens ultérieurs comme métaphores. Le cas du troisième, de l'espèce à l'espèce, est souvent, on le verra, plus ambigu. Le quatrième, métaphore analogique ou proportionnelle, prend la forme connue. Si A est à B ce que C est à D, on peut dire que A est le C de D ou que C est le A de D. Exemple. La vieillesse est à la vie ce que le soir est au jour. On dira que la vieillesse est le soir de la vie ou le soir, la vieillesse du jour. Il s'agit là d'un type particulier du transfert de l'espèce à l'espèce. Soir et vieillesse sont des achèvements. Calboli Montefusco 2004/117-118.
Dans la suite, Aristote se contente d'indiquer le genre commun. Ainsi Achille est-il un lion, parce que l'un et l'autre sont courageux. 4.1.406b 22-23. Tel est l'instrument dont usent également poètes et orateurs. Mais le style de la prose et celui de la poésie sont choses différentes. Ré. 3.1.1.404-28-29, et les exigences ne sont pas les mêmes. On dira sommairement que les poètes ont le droit, et même le devoir de parler autrement. Au chapitre 22 de la Poétique, Aristote critique sévèrement les Philistins qui se moquent des poètes en raison de mots ou de tours dont nul n'use dans la vie courante. L'orateur, lui, s'adresse à des hommes simples, pressés, qui ont à prendre des décisions graves à l'assemblée ou au tribunal. Il ne parviendra pas à les convaincre s'ils usent d'expressions qu'ils ne comprennent pas sur le champ. Ils jugeront qu'ils cherchent à les embrouiller, comme s'ils avaient devant eux des vins trafiqués. 3.2.1.404b21. D'où l'exigence première, posons comme qualité du style, l'exéo arrêté, plus petit que de la prose plus grand que la clarté 1.404b1-2. La clarté ne suffit pas. Aristote ajoute une autre exigence. Il faut encore que le style ne soit ni bas tapeinos, ni d'une dignité excessive, mais convenable, prépone. L'écart par rapport à l'usage fait paraître l'expression plus noble, semnos, car ce que les hommes éprouvent quand ils sont en présence d'étrangers ou de concitoyens, ils l'éprouvent pareillement en face du style, et c'est pourquoi il faut donner de l'étrangeté à son parler. Ils sont admirateurs de ce qui est éloigné, et ce qu'on admire est source de plaisir, et du 1.404b3-12. Massesse, noblesse, convenance. Le vocabulaire d'Aristote est empreint de connotations morales et esthétiques évitées de nos jours. Mais ce dont il s'agit n'a rien qui ne nous soit familier. On parlera de platitude et de monotonie d'un côté, de relief ou de saillance, bonhomme 2014/39, de l'autre. Parmi les noms remarquables de la poétique, un seul permet de concilier toutes les exigences. La métaphore possède au plus haut point clarté, agrément, édu, et étrangeté, xénikon, 1.405a-8-9. Avec Lion, il bondit. À propos d'Achille, il est plaisant d'imaginer un instant l'animal exotique s'ébattant là où il n'a pas sa place, au pied des murs de Troie. En passant de la poésie à la prose, Aristote restreint donc l'éventail des mots. Le mot courant, kurion, le mot propre, oikeion et la métaphore seuls sont les ingrédients du style de la prose. Ainsi il en est que ce sont les seuls mots dont tout le monde se sert. Car tout le monde en parlant fait usage de métaphores, en sus des mots propres et courants. 1.404b31-35. Il restreint de même le champ de la métaphore. Au chapitre 3 consacré à la froideur d'expression, il reprend une idée déjà exprimée. Le style fut d'abord poétique, tel celui de Gorgias 3.1.1404-26. Le mauvais usage des métaphores constitue l'une des sources de la froideur. Si elles sont ridicules et rappellent celles des poètes comiques, solennels et de caractère tragique ou obscurs parce que tirées de trop loin. Conclusion, toutes ces expressions dont certaines auraient leur place dans la poésie sont apitana, échouent à persuader 1406b5-14, soit de façon positive. On doit faire effort de parler de façon non pas fabriquée mais naturelle. Là réside l'efficacité persuasive, Pitanon, 1404b18-19. Condition insuffisante mais indispensable. Restent deux points importants concernant les rapports entre prose et poésie. On peut s'en étonner. Aristote cite constamment dans la rhétorique Homère ou les tragiques, Cicéron cite de même Ennius et Quintilien, Virgile. S'il faut strictement limiter le poétique dans le discours, il y a du rhétorique dans l'épopée et la tragédie. Les héros discutent, argumentent, fournissent en ce domaine des modèles aux orateurs. Bien plus, Homère est, dit Quintilien, le modèle et le père de toutes les parties de l'éloquence, 10.1.46. Il ne fait là qu'exprimer l'opinion commune des Grecs et des Romains. C'est d'autre part à la comparaison, eikon, qu'Aristote consacre le chapitre 3-4, en partant précisément d'exemples homériques. À côté de la métaphore lion il bondit, la comparaison il bondit comme un lion. Le début du chapitre paraît abrupt. La comparaison elle aussi est une métaphore, de fait la différence est mince. Les deux éléments de la phrase sont-ils contradictoires ? Métaphore est en fait pris ici dans deux sens différents. Il s'agit d'abord de l'opération effectuée par le poète. Dans les deux cas, il a transféré métaphoro le nom de lion sur Achille. Le résultat de l'opération, l'expression obtenue,
fort ou véhicule dans le cas de la métaphore, est cependant différent, bien que cette différence ne consiste formellement qu'en un seul mot, os, comme 1406b20 à 24. Tamba Metcheven 1979 sur 84-85. La suite montre pourquoi les premiers exemples du chapitre sont pris chez Homère, tous les autres viennent de prosateurs. La comparaison est également utile en prose, mais à petite dose, Olygakis, car elle a un caractère poétique, 24-25. Aristote pense assurément aux amples comparaisons qui constituent une des beautés des poèmes homériques. Au contraire des autres ingrédients poétiques jugés froids dans la prose, l'eikone n'est pas exclu, mais son emploi est limité. Son statut est comme intermédiaire entre celui de la métaphore, dont elle est 7 fois rapprochée dans le livre, et celui de la comparaison poétique développée pour son charme propre. Une première raison de son infériorité est en effet qu'elle est moins agréable, et-on est dû, par excès de longueur, 1410b18 à 19, non cette fois à cause du monosyllabe os, mais parce qu'est menacé le parfait dosage de clarté et d'étrangeté que réalise la métaphore. C'est d'abord par le Zeitgewinn, le gain de temps dont parle Alax, 1992, que celle-ci triomphe. L'attention ne se disperse pas comme dans la comparaison, doublement sollicitée aux dépens du Pitanon. 1.2. Aspect argumentatif. Aspect se justifie particulièrement ici plutôt que fonction, en raison de la présentation d'Aristote. Celui-ci rappelle, dans la récapitulation qui conclut l'étude de la lexis, la force persuasive Pitanon conférée par la convenance prépone. Cette convenance est avant tout convenance interne, comme le montrent les concepts constamment rapprochés de proportion, analogon ou d'harmonie. La convenance de la métaphore, étudiée aussitôt après le renvoi à la poétique et les généralités sur son importance, est d'abord harmonisation avec le contexte. Il faut aussi que les épithètes et les métaphores soient adaptés, armoto au discours, 2, 1405 à 10 à 11. De cette adaptation naît la persuasion. S'il y a disconvenance, discordance dans le ton ou les sonorités, obscurité, impropriétés diverses, la métaphore perd toute efficacité. Or c'est ici d'orientation axiologique, en fonction du projet de l'orateur qu'il est question. Puisant dans les choses qui appartiennent au même genre, il faut tirer la métaphore de ce qui est meilleur si on veut donner du lustre et de ce qui est moins bon si on veut dénigrer. Ainsi, puisque les contraires appartiennent au même genre, dire que celui qui prie mendie ou que celui qui mendie prie car l'un et l'autre sont des demandes, 1405 à 14 à 19. Par là, Aristote indique en fait quel élément redoutablement efficace de l'argumentation peut constituer la métaphore. Comment lui conférer la force persuasive propre à l'un des plus efficaces instruments rhétoriques, l'amplificatio, avec son contraire la diminutio, Calboli Montefusco 2004 sur 121. Le passage invite pourtant à poser quelques questions. Mendier et prier ne sont pas des contraires, mais à l'intérieur du genre s'établit une échelle qualitative où l'un et l'autre à sa place, l'un valorisant, l'autre dévalorisant. Parlerions-nous ici de métaphores ? Ces substitutions d'espèce à espèce qui ne se prêtent pas à une formulation analogique, ne peuvent être considérées comme telles, en dehors d'une définition qui est celle du seul Aristote. Mais la métaphore de l'espèce à l'espèce dont parle Aristote constitue un moyen de convaincre éprouvé, sinon toujours recommandable. Soit cet exemple. De même les pirates aujourd'hui se dénomment eux-mêmes pourvoyeurs, 26 à 27, fournisseurs d'esclaves semble-t-il, soulignant cyniquement leur rôle dans l'économie méditerranéenne. Il est difficile de ne pas penser au texte justement fameux de Thucydide sur le développement d'un vocabulaire spécieux à la faveur des conflits civils. Une audace irréfléchie passa pour dévouement courageux à son parti, une prudence réservée pour lâcheté déguisée, la sagesse pour le masque de la couardise. 382-4 trad. Herveil. Ainsi l'historien multiplie-t-il les métaphores du genre au sens aristotélicien. Il est d'autant plus difficile de croire qu'Aristote n'a pas pensé à ce texte qu'Isocrate, orateur pour lequel il exprime son admiration à la fin du chapitre 3, 7, y fait allusion en 354 dans le discours sur l'échange, cité 2 fois dans la rhétorique, employant même le verbe métaphoro. On peut s'étonner qu'au contraire de Thucydide et d'Isocrate, Aristote, loin de trouver rien à redire au procédé, en préconise sans réserve l'emploi. Il semble d'autre part que ce morceau invite à dépasser les exemples fournis,
pour faire appel à des métaphores mieux caractérisées. Ainsi, dans la catégorie des fauves, le criminel pourra-t-il devenir le tigre altéré de sang de la Camille cornélienne? Formulation poétique certes. Mais tel exemple de métaphore cité plus loin montre sur quelle voie on s'engage ici. Il est fourni, on le regrette, par Périclès. Celui-ci donna l'ordre de supprimer Égine, la châssis du Pirée 10, 1,411 à 15 à 16. Aux yeux chassieux, un nettoyage. Nettoyage, purification, épuration. On sait quel type de propagande ont tiré parti de pareilles métaphores et avec quelle efficacité. 1.3. Aspect dynamique, l'animé. Les chapitres 3, 10 et 11 sont consacrés aux astéias, raffinement d'expression, et eudokimunta, formule à succès. Astéia dérive d'Astu, la ville, lieu de l'élégance et du bon goût, spécialement Athènes pour les écrivains de langue attique, on parlera de même à Rome d'Urbanitas. Ces paroles remarquables ont mérité de survivre dans les mémoires. Il ne s'agit plus seulement de persuasion immédiate, mais de l'effet durable de formules qui demeurent comme source de réflexion. Aristote en offre un florilège et cherche à déterminer quels traits leur ont valu pareil succès. Dans ces chapitres construits de façon peu rigoureuse comme au fil de la réflexion, la métaphore joue un rôle primordial. Les astéias font appel pour la plupart à la métaphore 11, 1,412 à 19, et des 4 métaphores existantes, celles qui ont le plus de succès sont les métaphores par analogie 10, 1,411 à 1 à 2. La conclusion du chapitre 10 souligne ce rôle et indique la façon de procéder pour assurer la réussite, sur le fait que les raffinements d'expression se tirent de la métaphore par analogie et s'obtiennent en mettant la scène sous les yeux. Prohomatone, voilà qui est dit, 1,411 B 21-22. Sur ce dernier point, Aristote est en fait passé vite. Ce qui a du succès, c'est aussi de mettre la chose sous les yeux. Car il vaut mieux voir les choses en train de se faire plutôt que devant se produire. 1,410 B 33 à 35. Après nombre d'exemples, il y revient au début du chapitre 11, mais il faut dire aussi ce que nous entendons par mise sous les yeux. Je dis que met sous les yeux tout ce qui désigne un être en action, energunta, 1,411 B 22 à 25. On reconnaît ici la distinction omniprésente chez Aristote entre en puissance et en acte. Le marbre qui offre la matière à sculpter et la statue, le monde pour qui a les yeux fermés et pour qui les ouvre, ici ce qui doit se produire et ce qui se produit. Une série d'exemples illustre cette façon de s'exprimer dont use souvent Homère, qui consiste à rendre animés, mpsuka, les inanimés, apesuka grâce à la métaphore, 1,411 B 31 à 33. Retenons le premier exemple, le rocher de Sisyphe, il roulait vers le bas, le rocher impudent, au Xi 598. Métaphore par analogie, ce que la pierre est à Sisyphe, l'impudent l'est à la victime de son impudence, 1,412 à 6 à 7. Homère prête à tout mouvement et vie. Or l'action, energeia, c'est le mouvement, 1,412 à 10. Un critique italien présente de façon un peu caricaturale, mais non inexacte, les préférences d'Aristote. Les choses présentées peuvent être en puissance ou en acte. En acte, c'est mieux. Les choses en acte peuvent être statiques ou dynamiques. Dynamique, c'est mieux. Les choses dynamiques peuvent être inanimées ou animées. Animées, c'est mieux. Morpurgo Tagliabue 1967 sur 264 N12. Ces analyses ont pâti d'être rapprochées de la classification plus superficielle de Quintilien, fondée sur les 4 combinaisons possibles de l'animé et de l'inanimé, 8, 6, 9 à 10, laquelle figure déjà chez l'épicurien Philodème, contemporain de Cicéron, fr. 1 170 Sudaos. Pour Aristote, le mouvement, en introduisant grâce à la métaphore la dimension du temps qui apporte relief et épaisseur, contribue à rendre un texte vivant, Armisen Marchetti 1980 sur 10-13. Ce n'est certes pas le seul moyen pour créer des formules à succès. Mais ce n'est pas là ce qu'Aristote a prétendu. 1.4. Aspect cognitif, voir les similitudes. C'est aussi à propos des astéias qu'Aristote indique de quel ressort psychologique use la métaphore pour faire effet sur le récepteur. Le fait d'apprendre facilement est pour tous chose naturellement agréable, et du fousseil. Or les noms signifient quelque chose, de sorte que ceux des noms qui nous procurent un apprentissage, mathésis, sont les plus agréables. Les mots empruntés, glottais, sont inconnus tandis que les mots courants, couria, nous les savons. Mais c'est la métaphore qui est la plus apte à produire l'effet visé.
10 180b 10 à 13. Les commentateurs s'accordent pour rapprocher le début de la métaphysique. Tous les hommes désirent naturellement savoir, 980 à 21. L'accord cesse quand il s'agit de voir comment s'articule à ce désir universel l'apprentissage facile, procuré par la métaphore. La question de sa fonction cognitive importe d'autant plus qu'elle fait intervenir, outre poète et orateur, un troisième acteur, le philosophe, et qu'elle met en cause l'ouvrage incontournable de Périqueur, 1975. Aussi suivra-t-on le trajet de la métaphore en partant de son invention par l'émetteur. Tout en soulignant le rôle primordial de la métaphore, la poétique l'explique par l'originalité absolue de la création poétique. Le plus important de beaucoup, c'est de savoir faire des métaphores, car cela seul, on ne peut l'emprunter à autrui, et c'est le signe d'une nature bien douée, Euphuia, 22 1 4 5 9 à 5 à 7. Cette exigence d'originalité, reprise mot pour mot dans la rhétorique, concerne aussi l'orateur. On ne peut l'emprunter à autrui, 3 2 1 4 0 5 à 9. Alors que l'usage des autres mots, tel qu'il est présenté, paraît relever d'un choix raisonné, ici seulement figure à propos de l'orateur comme du poète, la notion de talent personnel, non de génie comme on traduit parfois du créateur. La rhétorique fait aussi écho à la formule qui, dans la poétique, marque la spécificité de la métaphore. Bien faire les métaphores, c'est voir le semblable, tout homoion théorein, 22 1 4 5 9 à 7 à 8. Mais ce n'est pas ici à propos de l'orateur qu'apparaît l'expression. Discerner les similitudes est aussi, le mot est important, le fait du philosophe, car on doit faire les métaphores à partir de choses apparentées, mais sans que la parenté soit évidente. En philosophie aussi, la détection égale théorein de similitude, tout homoion, y compris entre des choses très différentes, est le fait d'un esprit perspicace, eustoko, comme Archita qui identifiait l'arbitre et l'autel au motif que quiconque est lésé se réfugie auprès de l'un comme de l'autre, 11 1 4 1 2 à 12 à 18. Tout homoion théorein est donc un trait commun au poète ou à l'orateur qui métaphorise et au philosophe. A-t-on pour autant le droit d'affirmer comme Ricoeur 1975/40 ? Apercevoir, contempler, voir le semblable, tel est chez le poète bien sûr, mais chez le philosophe aussi, le coup de génie de la métaphore qui joindra la poétique à l'ontologie ? Cette interprétation est combattue par Alax, 2007/58, qui parle d'une conception issue du romantisme et juge que Ricoeur tire à lui Aristote. Notons quant à nous que Ricoeur ne mentionne pas l'orateur ou le prosateur, celui que concerne la rhétorique. Aristote d'autre part oppose choses apparentées, oikeia, et choses très différentes. Arrêtons-nous sur ces dernières. Aristote dit que le philosophe voit les similitudes. Il ne dit pas qu'il en tire des métaphores. Il affirme même explicitement le contraire dans les Topiques. Tout ce qui est dit métaphoriquement manque de clarté. Asaph, VI 2 139b 34. S'exprimer par métaphore, c'est ouvrir la porte aux discussions et aux chicanes, car outre que l'adversaire peut feindre de prendre la métaphore au pied de la lettre, trop d'autres traits diffèrent à côté du semblable, prêtant le flanc à la contestation. Allons au plus concret. Achille n', à pas de crinière, même si comme le concède Aristote quelques lignes plus loin, la métaphore au contraire de tels rapprochements abusifs, procure dans quelque mesure, une connaissance, 140 à 8 à 11. Son caractère séduisant et par là trompeur est illustré par un exemple bien connu des météorologiques 2, 3, 357 à 24 à 28. Dire comme Empédocle que la mer est la sueur de la terre est peut-être valable en poésie. La métaphore a un caractère poétique, mais cela ne suffit pas pour pénétrer le secret de la nature, trad. P. Louis. Pour Aristote, la métaphore est en quelque sorte en porte-à-faux à la fois pour la dialectique, à la recherche d'affirmations non contestables, et pour la philosophie qui vise la vérité. Dans la rhétorique, art de convaincre un récepteur qui, au contraire de celui de la dialectique, n'est qu'auditeur, elle est chez elle. Ce qui apparaît pour le philosophe comme son caractère peu clair, Asaph, devient au contraire vertu. Son côté obscur se confond avec l'étrangeté, l'impropriété constitutive de la métaphore. Obscurité limitée, puisqu'il faut s'en tenir aux choses apparentées. Les bonnes métaphores font partie des procédés, dont la compréhension myosis se fait dans le temps qu'on les énonce, même si elles ne préexistaient pas, ou bien dont on pénètre le sens avec un petit retard. Il y a donc là un apprentissage, mathésis, 10 1 4 1 0b 24 à 26. Bref,
Apprendre est un plaisir non seulement pour les philosophes, mais aussi pour les autres hommes, mais ce qu'il y a de commun entre eux sur ce point se limite à peu de choses. Poète. 4.1.4.4.8 B13 à 15. 1.5. Aspect pragmatique, la chasse et la prise. L'orateur donc, comme le poète et le philosophe, détecte les similitudes, même si ce ne sont pas les mêmes. Froid, s'il use des similitudes qui conviennent aux philosophes, il serait incompréhensible s'il s'exprimait comme le poète. Par son activité de découverte, dans le cadre de la rhétorique, la création de métaphores est reliée à l'invention. Puisque toute métaphore est une création originale exigeant un talent naturel, euphuia, on peut dire qu'avec elle l'invention s'invite en quelque sorte dans l'élocution, au niveau des mots. De fait, antimème et métaphore sont rapprochés dans un passage difficile où apparaît pour l'un et l'autre la même exigence. Il ne faut être ni superficiel ni trop difficile à saisir, qu'il s'agisse du sens, dianoia, ce qui est l'affaire de l'antimème, ou des mots, onomata, ce qui est avant tout celle de la métaphore, 10.1.4.1.0 B20 à 36. Puisque l'antimème constitue le corps de la persuasion, le rapprochement paraît impliquer une importance comparable de la métaphore au niveau de la lexis, une vocation semblable dans cette entreprise de persuasion que codifie la rhétorique, l'Axe 2007/77-81. Pour l'auditeur, le profit cognitif de l'apprentissage, on l'a vu, paraît limité dans le cas de la métaphore rhétorique. Un autre profit est valorisé, le plaisir. L'épithète aidu, agréable, revient constamment dans ces deux chapitres. L'effet psychologique évoqué au début du chapitre 10 a été analysé avec plus de précision dans la partie du livre 1 consacrée aux passions. Le fait d'apprendre et le fait de s'étonner sont choses plaisantes, aidues, dans la plupart des cas car dans l'étonnement réside le désir d'apprendre, si bien que l'étonnant est désirable, tandis que dans le fait d'apprendre il y a rétablissement de l'ordre naturel, tout kata fusain, I11.1.3.7.1 à 32 à 34. Ainsi l'homme est-il sujet à une curiosité naturelle, et demeure-t-il naturellement dans la frustration et le déplaisir tant que celle-ci n'est pas satisfaite. Elle est, chez le citoyen ordinaire, assez facile à satisfaire. À l'orateur d'en jouer. À propos de tous les procédés du chapitre 11, y compris la métaphore, on peut dire ce qu'Aristote dit d'un calembour assez obscur, si on ne voit pas qu'un terme en cache un autre, le mot ne paraîtra pas spirituel, asteion, 11.1.4.1.2 B2 à 3. Un travail de l'esprit est nécessaire, dont serait incapable un auditeur ingénu. Ainsi, le raffinement des apophthegmes vient de ce que l'on ne dit pas ce que l'on dit, comme Stésichore déclarant que les cigales chanteront pour elles-mêmes depuis le sol, 11.1.4.1.2 à 22 à 24. L'apophthegme figurait déjà avec le même exemple au livre 2, 21, 1.3.9.5 à 1 à 2. Dans l'énigme, déclarée elle aussi agréable, il y a apprentissage et l'énoncé repose sur une métaphore 11.1.4.1.2 à 25 à 26. La parenté entre métaphore et énigme ne s'arrête pas là. Les métaphores sont des expressions énigmatiques, ainitonte, 3.2.1.4.0.5 B4. Elles gardent pour Aristote quelque chose du caractère ludique qu'elles partagent avec d'autres jeux de mots. Pour l'auditeur, dira-t-on en usant d'un autre vocabulaire, c'est le désir d'apprendre qui confère à la métaphore sa force illocutoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.